toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire Elisphère en partenariat avec Option Finance. Donc, ce webinaire va être consacré à la manière de mieux maîtriser les risques clients-fournisseurs dans une période qui est spécialement instable, mais aussi une période qui nous ouvre un certain nombre de nouvelles opportunités, notamment avec l'exploitation intelligente des technologies et notamment avec l'inévitable IA dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc, quelques mots sur Elisphère. Donc, Elisphère, c'est 130 ans d'histoire, mais une entreprise qui est toujours tournée vers l'innovation. C'est 330 collaborateurs, 51 millions d'euros de chiffre d'affaires et trois grands métiers. Donc, la gestion du risque ou risk management, qui est le métier historique d'Elisphère, mais également la compliance et le marketing and sales. Donc, je me présente, je suis Édouard Elie, je suis chef de marché sur la partie gestion du risque d'Elisphère. Donc ici, je serai présent en tant ou je serai modérateur. Et nous aurons également avec nous Alain Luminel, qui est le responsable de notre pôle d'expertise financière. Bonjour. Et également Mathieu Caligaro, qui est un data scientist au sein de notre direction de l'innovation. Bonjour à tous. Je vais mettre des petites photos, mais vous voyez les personnes. Donc, dans ce webinaire, on va voir 4 parties. Une première partie sur le contexte économique avec Alain, une deuxième partie sur les problématiques qu'on a autour de l'analyse des sociétés à l'heure de la confidentialité des comptes. Une troisième partie sur comment nous, on voit l'utilisation de l'IA. Et une quatrième partie avec une démonstration d'un outil IA que nous avons développé pour nos utilisateurs. Donc, on va faire la première partie sur le contexte économique. Donc, Alain, je te pose une question. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'évolution des entreprises dans cette conjoncture qui est spécialement mouvementée et instable? Alors, déjà, un élément positif, c'est qu'en France, on a une fibre entrepreneuriale qui est très marquée. Pour la troisième année, je crois, consécutivement, 2025, on a enregistré plus d'1 million de créations d'entreprises. Donc, on enregistre record sur record, en fait, depuis 3 ans. Donc, bravo à tous ces chefs d'entreprise qui, malgré les différentes crises quasi permanentes aujourd'hui, bah, continuent d'avoir cette fibre-là. Donc ça, c'est un élément très positif. À l'intérieur de ce million d'entreprises, on a beaucoup d'auto-entrepreneurs. Sur cette slide-là, ce qu'on constate, alors nous, le parti pris qu'on a pris, c'est de ne s'intéresser qu'aux sociétés commerciales. Donc cette slide-là, on va enregistrer toutes les créations d'entreprises, parce qu'on parle beaucoup de défaillances, mais ce qui va nous intéresser, c'est également les disparitions d'entreprises. Donc, on va prendre toutes les créations d'entreprises, donc l'apparition d'un nouveau sirène, et les disparitions d'entreprises, donc toutes les entreprises qui sont radiées, les disparitions en fait de nouveaux sirènes. Ce qu'on constate sur cette slide-là, depuis 2019, donc de 2019 à 2025, on enregistre une création très forte des sociétés commerciales. On est à plus 24%, donc ça on peut s'en réjouir. Ce qu'on constate malheureusement, c'est énormément de disparition d'entreprises. On est sur des chiffres assez alarmistes, hein, qui sont de plus de 46%. Juste un rappel, on parle beaucoup de défaillances. On dit qu'on a 69 000 défaillances aujourd'hui quasi en France. Dans ces 69 000 défaillances, donc quand on dit défaillance, on parle de procédure collective, donc du redressement et de la liquidation judiciaire. Il faut savoir que 75 à 80% aujourd'hui des procédures collectives se terminent en fait par une liquidation judiciaire et que les liquidations judiciaires ne représentent que 25% des disparitions d'entreprises. Donc aujourd'hui, le gros des disparitions d'entreprises, ce sont les autres radiations et notamment les cessations d'activité volontaires. Quand on regarde en fait ce ratio entre les créations et les disparitions d'entreprises, si on se regarde sur une projection depuis 2019, on est sur un niveau assez élevé en 2019, on est à peu près 1,4, on arrive à 1,2 sur 2025, donc on a une économie qui reste très résiliente. Quand on va regarder ensuite, là c'est vraiment la vision nationale, quand on regarde par région, il y a simplement 2 régions aujourd'hui qui interpellent. Première région, ça va être la Nouvelle-Aquitaine où on est à 1,1 au niveau du ratio et de 0,9 au niveau de PACA. Le deuxième élément qui montre quand même un affaiblissement assez fort de notre tissu économique, c'est l'évolution des liquidations judiciaires.
quand on fait un comparatif depuis 2019, vous avez des régions qui avoisinent une progression de 5 points. Donc, vous avez Auvergne-Rhône-Alpes par rapport à 2019 où le pourcentage était à 19,80%. Les liquidations judiciaires dans les disparitions, on arrive à un niveau de pratiquement 24,5% sur 2025. On a des régions qui sont très hautes sur ce pourcentage-là, notamment le Grand Est, l'Île-de-France, les Pays de Loire, et puis paradoxalement, on a PACA qui est la seule région qui a un solde négatif par rapport à 2019. On est à moins de points par rapport au taux de liquidation judiciaire dans les disparitions depuis 2019. Très bien, merci. Alors, j'ai oublié de préciser, vous pouvez poser des questions dans le chat qui est sur le côté. Euh, on y répondra en fin de webinaire. Donc, on va faire un deuxième point. Alors, il y a une évolution. Donc, on a une conjoncture compliquée, comme tu nous as expliqué, même si on peut trouver encore des éléments positifs. Mais depuis 10 ans, on peut s'aperçoit aussi que l'analyse des entreprises, elle est compliquée par des choix politiques. Et là, je parle de la confidentialité des comptes. Donc, comment on peut faire pour analyser une entreprise avec cette contrainte, cette nouvelle contrainte en plus? Oui, oui. Alors, on est dans un paradoxe où on sait que la majorité aujourd'hui des défaillances concernent les toutes petites entreprises. Ça représente à peu près 80% 80 à 85% des défaillances, même si on a constaté que les défaillances ont également touché les PME et également les grosses entreprises. Et le paradoxe c'est que sur ce type d'entreprise, malheureusement, il y a une confidentialité des comptes. Alors, ces comptes qui sont déposés au niveau des greffes des tribunaux de commerce sont bien sûr pris en compte dans les différents scores. Chez nous, chez ICR, sont pris en compte. Chez nos collègues, c'est également pris en compte. En revanche, on ne peut pas vous diffuser l'information. C'est-à-dire que si on prend l'exemple aujourd'hui d'une TPE, si on prend les différents soldes aujourd'hui des TPE, pour une TPE qui a un chiffre d'affaires de 300 000 euros, qui a un plafond, par exemple, un plafond de bilan de 250 000 euros, vous ne verrez pas les comptes en fait aujourd'hui sur notre plateforme de ces entreprises-là. Idem, vous verrez que partiellement en fait les comptes d'une entreprise dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 millions d'euros, ce qui représente sur les 1 600 000 bilans que nous avons pour Colésim, à peu près 80% des cas. Donc ça c'est le paradoxe. On sait que ce sont majoritairement les petites entreprises qui déposent le bilan. Et malheureusement, en reconnaissance en fait des tiers, on ne diffuse pas l'information. On les prend dans notre score. Et en fait, vous êtes en aveugle en fait sur ce type d'information. La deuxième chose en fait qu'il faut avoir en mémoire, c'est que la temporalité des comptes, elle n'a pas bougé, elle est toujours là. Donc aujourd'hui, on continue à recevoir des comptes 2024. On est en 2026, donc on va recevoir pour des dates de clôture au 31/12/2025 les comptes à partir de août-septembre. Et cette temporalité-là, elle ne posait pas de problème avant la crise Covid. On était sur une économie qui était relativement stable. Aujourd'hui, avec le niveau des inflations, avec les crises quasi permanentes, entre 9 et 12 mois d'attente en fait pour la réception des comptes, ça pose un vrai problème de visibilité. Donc, quelle est la solution par rapport à ça? La solution, c'est déjà d'adopter une démarche intellectuelle. On en parlera avec Mathieu, mais quand on a travaillé sur l'IA, en fait, sur son sujet, on a ramené beaucoup d'informations. On a vu qu'il y avait beaucoup de termes qui étaient galvaudés. On confondait rentabilité avec profitabilité. On employait le terme rentabilité à tout va au niveau de l'IA. On confondait liquidité avec la trésorerie, avec la solvabilité. Donc, la première chose à faire, c'était d'avoir une démarche intellectuelle et de se dire que finalement, nous, ce qui est intéressant, c'est tenir compte d'un point de vue financier du contexte de l'entreprise. Le premier, c'est de regarder un peu comment évolue son chiffre d'affaires. Est-ce qu'il progresse? Est-ce qu'il régresse? Est-ce que la progression ou la régression est assez forte? Et finalement, d'avoir finalement toujours à l'esprit euh, l'aspect cash de l'entreprise. C'est ce qui nous intéresse. Donc déjà, c'était de savoir si l'entreprise aujourd'hui génère des cash flows. Donc des cash flows, ça, c'est la vision des flux de trésorerie de l'entreprise. Donc c'est la première chose qu'on va regarder dans le contexte, comment est son chiffre d'affaires, est-ce que l'entreprise génère des cash flows? Parce qu'on sait que si l'entreprise ne génère pas des cash flows pendant 2 ans,
Donc, grosso modo, elle va déposer le bilan. Et ensuite, c'est de se reposer sur les deux piliers de l'entreprise. Le premier pilier, c'est on va se poser la question, c'est est-ce que l'activité génère du cash et est-ce qu'elle le génère finalement, est-ce qu'elle génère suffisamment de cash, à quel niveau, à quelle hauteur, et est-ce que ça répond aux exigences de son modèle économique. Donc on a développé un indicateur qui s'appelle l'intensité capitalistique, qui permet de mesurer pour chaque entreprise en fait le degré de ses investissements, le mesurer par rapport à son chiffre d'affaires, et on connaît, on adopte en fait les seuils de la marge brute d'exploitation. Et ça, c'est important parce que si on se rappelle, pendant la période de Covid, il y a des activités qui ne fonctionnaient pas. Donc, là, ce premier pilier ne marchait pas. Et donc, le deuxième pilier, qui est la liquidité de l'entreprise, en fait, est entré en vigueur. La liquidité, ça répond à la question avec ma trésorerie, avec mon poste client, est-ce que je peux faire face à mes dettes fournisseurs et mes dettes fiscales et sociales. Donc, nous, on va regarder ça, en fait, déjà. Dans la démarche intellectuelle, on va voir si tout ça fonctionne bien et est-ce qu'il peut y avoir des éléments ensuite perturbateurs comme le niveau d'endettement, la vulnérabilité financière. Une fois qu'on a fait cette démarche, on se dit on va quand même créer des indices. Parce que finalement, ces informations-là, qui sont assez précises, hein, je peux vous donner par exemple sur le cash flow, l'excédent de trésorerie d'exploitation, sur le cash, je peux vous donner le BE, et je peux vous donner un certain nombre d'informations. Mais quand vous tombez sur un bilan de confidentialité totale, vous ne voyez rien. Donc il faut fonctionner sur des indicateurs globaux. Le premier indicateur global, en fait, qu'on a lancé, c'est ce qu'on appelle l'indice de résilience. C'est-à-dire que l'indice de résilience, on va regarder l'indice de liquidité de l'entreprise. On va regarder s'il est bon, s'il n'est pas bon, voilà. Et surtout, on va instaurer un certain dynamique. C'est-à-dire qu'on va regarder donc le ratio de liquidité, spécifiquement créé par Expert, qui est le ratio de liquidité réduit d'exploitation, et on va le projeter. On va se dire, aujourd'hui, il est bon. Est-ce qu'il va continuer à être bon? Donc, on va regarder deux éléments en fait de dynamisme qui sont les capitaux propres de l'entreprise et qui sont la marge par rapport au modèle économique. Ou est-ce qu'il est mauvais? Est-ce qu'il va rester mauvais ou est-ce qu'il va s'améliorer? Donc ça, c'est la question qu'on va se poser dans l'indice de résilience. L'indice d'endettement, en fait, on sait que l'endettement lui-même n'est pas un problème. Ce qui peut être un problème, c'est le remboursement de la dette. On va se mettre en fait dans l'état d'esprit d'un chef d'entreprise, dans la tête d'un banquier, en fait. Imaginez que vous allez voir votre banquier et votre banquier va dire très bien, bah, montrez-moi finalement votre plan de trésorerie. Donc vous allez lui montrer votre plan de trésorerie et lui il va poser par rapport à son endettement, il va poser quand même ce qu'on appelle des convenants. Donc le premier convenant qu'il va poser, ça va être le gearing, donc le rapport entre les dettes financières et les capitaux propres. Il va poser un seuil en fait par rapport à ça. Il va regarder si vous prête de l'argent, si vous pouvez le rembourser. Donc, il va regarder le niveau de sa marge. Et la troisième chose, en fait, qu'il va regarder, c'est que je peux vous prêter de l'argent, mais j'ai pas envie que vous me remboursiez sous les 10 ans. Donc, moi, je veux que vous puissiez me rembourser finalement sous 3 ou 4 ans. Donc, en fait, il va calibrer sa dette. Donc, voilà les trois ratios. Et ensuite, on va intégrer cette notion de vision économique. Chez nous, on a la chance d'avoir un pôle expertise économique qui suit toutes les défaillances, qui s'appuie sur un référentiel qui est très complet, donc sur des défaillances hebdomadaires, mais également sur les revues, en fait, également sectorielles par rapport à des grands institutionnels. Également, on analyse la presse, on a un retour de nos analystes. Donc aujourd'hui, ça nous permet de catégoriser les codes NAF sur trois positions, sur un risque plutôt faible jusqu'à un risque fort. Ça, c'est important d'avoir cette vision de code NAF. On n'a pas envie de travailler par grands secteurs d'activité. Pourquoi? Parce qu'on sait que beaucoup de secteurs d'activité souffrent aujourd'hui, mais on sait également que des entreprises peuvent performer dans des secteurs d'activité en souffrance. Donc en fait, on a cette double lecture, à la fois sectorielle, mais à la fois du modèle économique de l'entreprise. Et on a un dernier indice qui s'appelle l'indice de stabilité. Pourquoi? Parce qu'il faut entretenir des relations de confiance avec les entreprises. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui de regarder tous les signaux faibles. On a à peu près 10 millions d'entreprises en base. On a un certain nombre de documents. Et donc, aujourd'hui, l'analyse de ces documents renvoie des signaux faibles, qui sont des signaux faibles liés à la gouvernance. Il se peut que le dirigeant a eu des entreprises qui ont fait l'objet de procédures collectives récemment.
Il se peut également que l'entreprise a changé plusieurs fois de siège social en peu de temps, qu'elle a une domiciliation commerciale. Ce que je veux dire par là, c'est que pris isolément, ces signaux faibles, ça ne veut pas dire grand-chose. En revanche, quand on associe un signal faible en disant cette entreprise a une domiciliation commerciale, en plus, elle a l'habitude de déposer ses comptes et elle ne les dépose plus. Là, finalement, on constate que le dirigeant, il a changé depuis 2 ou 3 ans. Et ça renvoie en fait à un signal fort. Et donc, on interprète ces signaux forts à l'intérieur de cet indice de stabilité. Très bien. Merci beaucoup, Alain, pour cette démarche d'évaluation très intéressante. Et maintenant, je vais me tourner vers notre data scientist, Mathieu. Et Mathieu, alors, est-ce que cette démarche, elle est matérialisable dans un outil d'IA? Alors, il faut savoir que la méthode et les scénarios qu'Alain vient de décrire reposent sur des années d'expérience, censé vu des signaux, une capacité à lire entre les lignes des données financières. Euh, la question, c'est est-ce qu'on peut embarquer tout ça dans une solution? Je répondrai oui, mais pas n'importe comment. Euh, il y a à la fois la démarche d'Alain qui est très financière, mais aussi celle de tous nos autres experts au pôle économique, en procédure collective, etc., etc., euh, qui ont été primordiales pour pouvoir créer ce projet. Donc, quand on a lancé le projet, on n'est pas parti des données et on a branché un modèle d'IA directement. C'est pas ça qu'on a fait. On a commencé par s'asseoir autour d'une table avec nos experts, dont Alain, pour comprendre leur raisonnement, leur façon d'hierarchiser les choses, les indicateurs qu'ils regardent en premier, ceux qu'ils croisent, ceux qu'ils font exprès d'ignorer parfois. Toute cette phase de modélisation de l'expertise, elle est indispensable pour nous parce que l'IA, elle n'invente rien, elle fait que reproduire, amplifier et structurer ce qu'on lui apprend. Donc, ce n'est pas un projet informatique qu'on a livré pour des clients finalement, c'est un projet qu'on a co-construit avec nos experts, itération après itération, et c'est force de ces itérations qu'on arrive à un résultat qui nous convient. Il y a eu différents problèmes qui se sont posés. Je vous exposer certains d'entre eux, comme l'a dit Alain tout à l'heure. Le problème des termes un petit peu faussés. Très rapidement, on s'est heurté à cela. Nos experts nous ont montré que ben, des termes peuvent être trompeurs pour l'IA et donc son interprétation, des termes comme restructuration, provision, des mots qui peuvent être pris au pied de la lettre par une IA, qui finalement, dans un contexte d'une entreprise, d'évaluer sa stabilité financière ou sa stabilité d'une manière générale, bah, ça peut avoir des interprétations erronées. Donc, on a eu tout un travail sémantique qui a été fait. On peut aussi nous poser la question du choix du modèle. Alors actuellement, on utilise derrière le LLM fait par Google Gemini. Euh, on ne peut pas forcément le mettre en avant car c'est pas vraiment le modèle qui est important, mais plutôt l'architecture qu'on a bâtie autour. À savoir aussi que l'architecture qu'on a mis en place permet un benchmark permanent des LLM disponibles sur le marché et que on benchmark du coup continuellement avec les nouvelles sorties et notre architecture nous permet de changer et d'être résilient et d'avoir toujours le meilleur modèle pour avoir les meilleures réponses pour nos clients finalement. Donc, ce qui ne change pas avec tout ça, c'est la méthode qui est fixe et rigoureuse et qui, encore une fois, repose sur l'expertise de nos différents experts financiers, mais pas que. J'insiste. Et pour conclure rapidement, je dirais que concrètement, l'IA, elle identifie les signaux faibles, elle renforce les prévisions et les analyses en croisant des données structurées, mais aussi des données textuelles, à l'instar des données qui proviennent des médias. Elle permet finalement de lire des documents, les extraire, mettre en forme. Finalement, ça, c'est un gain de temps et ça permet de se concentrer sur l'essentiel qui est l'interprétation, le jugement et la décision qui, elle, reste humaine. Donc, c'est ça notre modèle, finalement, la technologie au service de l'expertise humaine. Très bien, merci Mathieu. Et concrètement, à quoi ressemble un tel outil? Alain, est-ce que tu peux nous montrer sur notre plateforme Elite Risk Management euh, cette analyse IA? Oui, oui, je vais le faire. On va vous partager
sais pas si on le partage actuellement. Donc, on va ouvrir notre plateforme Elipro Risk Management. Hop, c'est enregistré ton mot. Hop. Là, vous êtes sur notre plateforme Elipro Risk Management. Donc, on va aller sur une société. Alors, c'est pas c'est une société virtuelle, hein, mais le module fonctionnera sur les sociétés commerciales. Voilà, donc vous avez la présentation avec en haut de la fiche d'accueil de l'entreprise du module d'analyse IA. Vous cliquez sur voir l'analyse. Donc, normalement, il y a une toute petite latence de quelques secondes et vous avez l'analyse réalisée par notre IA selon notre entraînement qui arrive sous vos yeux assez rapidement. Donc, Alain, je te laisse commenter Oui, oui. On a les premières versions qu'on a expérimentées avec notre direction de l'innovation, c'est qu'on a laissé faire en fait l'IA. Donc, et c'est vrai que ça nous ramenait un certain nombre d'informations. Ça allait un peu dans tous les sens, en fait. Les termes, je vous l'ai dit, étaient complètement galvaudés. On a pris donc le parti pris de raisonner vraiment dans notre environnement qui est très sécurisé, très structuré, en fait, Elipro. Pourquoi? Parce qu'on fiabilise, en fait, nos informations. Donc, on les contrôle. Donc, en fait, on maîtrise parfaitement, en fait, ce qu'on peut diffuser. Et ça, c'est une condition qui nous paraissait très importante. Ensuite, je vous ai explicité la démarche. Donc, la première chose, en fait, qu'on va regarder, sur une entreprise là. Et alors, c'est regarder, par exemple, quand je regarde l'expertise financière, c'est bien sûr regarder quelle est l'évolution du chiffre d'affaires. Là, on voit que c'est un chiffre d'affaires qui baisse. Et surtout, un élément important, en fait, qui paraît assez simple comme ça va être l'évolution de ces flux de trésorerie, et notamment de ce premier flux de trésorerie qui s'appelle le cash flow lié à l'exploitation. Donc, c'est un terme un peu technique et c'est vrai que l'IA confondait le cash flow, etc. Donc, ça restitue bien en fait ce contexte de flux de trésorerie. Alors, c'est un indicateur, hein, l'ETE, qui est relativement en fait simple comme ça. Mais pour arriver déjà à cette notion de cash flow sur des bilans qui sont non consolidés, ça nécessite toute une analyse et ça nécessitait en fait, pareil, toute une méthode par rapport à la fonctionnalité du bilan pour arriver à ce niveau en fait de précision. En fait, aujourd'hui, on est les seuls aujourd'hui déjà à le faire sur le marché. Donc, je remercie les équipes du pôle expertise financière. Et vous voyez que pour arriver à ce cash flow, il y a deux entrées qui sont importantes. Il y a le niveau de la marge et le niveau de la variation du besoin en fonds de roulement. En fait, c'est la première chose qu'on va constater. C'est-à-dire que ici, sur l'analyse, on va regarder si c'est un point fort. Donc, la première chose, on va regarder l'évolution du chiffre d'affaires ici et on marque. Donc ici, c'est un point faible parce que le chiffre d'affaires, bien sûr, baisse significativement. Et en point fort, on va relever l'autre élément de contexte qui va être la génération de cash flow. Ensuite, ce qui est important, c'est de regarder comment est constitué en fait ce cash flow. Donc la première entrée, en fait, vous l'avez ici, c'est l'évolution du cash, donc le BE. Pourquoi? Parce que par expérience, hein, je me rappelle toujours il y a quelques années quand je travaillais pour un assureur crédit, et que les dirigeants d'entreprise me présentaient leur plan de trésorerie. Donc, le plan de trésorerie, c'était les flux de trésorerie. Ils me disaient, Monsieur Luminel, vous nous faites beaucoup de misère, parce que c'est à l'époque de la crise financière, alors que je n'ai jamais gagné autant d'argent. Regardez ce plan de trésorerie. Donc, je leur disais, c'est très bien, vous gagnez beaucoup d'argent, vous générez beaucoup de cash flow, mais derrière, quand je regarde les éléments constitutifs de ce cash flow, votre marge finalement est pas très élevée et que derrière, votre cash flow est dû simplement au fait que vous ne payez pas vos fournisseurs. On disait, cette situation-là, elle marche aujourd'hui, mais elle ne marchera pas demain, où vous allez perdre vos fournisseurs, ou ne travailleront pas avec vous. C'est intéressant, en fait, d'avoir aussi cette vision-là. Donc là, par exemple, ce qu'on va regarder, c'est déjà si la marge, elle est positive, et surtout si elle a un rapport avec l'intensité capitalistique de l'entreprise, parce que on voit qu'il y a trois niveaux, en fait, sur l'intensité. Vous pouvez avoir des entreprises sur lesquelles vous avez un modèle économique positionné sur des intensités fortes, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'investissement pour pouvoir réaliser son chiffre d'affaires. Ce sont les industriels, ce sont les équipementiers automobiles.
qui nécessitent au moins 10% de marge. Et puis, vous avez en fait des sociétés, des activités comme les supermarchés qui ont des intensités faibles. Pourquoi? Parce que les stocks tournent rapidement. Vous avez des clients qui vous règlent pratiquement au comptant et vous pouvez vous satisfaire en fait à ce niveau de 2% de marge. Donc, nous, on va regarder une chose, on va regarder si elle génère du cash par le BE et est-ce que le cash est aujourd'hui en rapport avec le modèle économique de l'entreprise. J'ouvre une parenthèse sur les modèles économiques qui ont bien évolué depuis 2, 3 ans, depuis le Covid. On a vu que beaucoup d'entreprises se sont réorganisées, ont changé leur modèle économique. Donc nous, on a constaté en analysant en fait l'indicateur, les intensités capitalistiques sur les entreprises, que les entreprises ont réduit leur intensité. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de groupes, notamment dans le textile, qui ont vendu des magasins. Vous avez beaucoup de modèles qui sont digitalisés. Donc ça, c'est la chose qu'on va regarder. Et ça, c'est important. On va regarder l'indice d'endettement parce que l'endettement est important aujourd'hui, mais on va le regarder à travers 3 niveaux. On va le regarder au niveau du gearing, donc on va regarder au niveau du service annuel de la dette, et surtout, on va faire une projection en fait de l'évolution de la marge brute d'exploitation par rapport à ce qu'on connaît du secteur économique. Donc, on va se poser la question suivante. Aujourd'hui, je suis une entreprise qui est dans un secteur, dans une activité capitalistique. Je fais 9% de marge, mais mon secteur aujourd'hui est catégorisé S3, un risque fort. Quand je projetais en fait ma marge, est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui de s'améliorer ou pas? C'est ce qu'on appelle l'efficience économique et c'est ce qu'on traduit à travers l'indice d'endettement. Donc, l'indice d'endettement, il y a à la fois un indicateur financier et à la fois un indicateur d'efficience économique. C'est ce qu'on traduit ici sur cette entreprise-là. Et puis, bien sûr, on va regarder la dynamique de ces investissements. Donc aujourd'hui, c'est une première version au niveau du IA. Donc vraiment, on construit la démarche sur l'analyse financière. Également, on l'enrichit au niveau de certaines informations presse. Et les prochaines versions qu'on va faire évoluer, ça va toucher un peu plus l'éthique de l'entreprise, en fait, des informations aujourd'hui qu'on commence à maîtriser, sur lesquelles on va adopter cette même démarche. Et au niveau des papiers de l'entreprise, vous voyez qu'on a un indice de résilience qui est défavorable. Alors, pourquoi il est défavorable? Aujourd'hui, on a par exemple ce ratio-là qui est important chez Elisfer, qui est le ratio de liquidité réduite d'exploitation. Il est à 1,86, donc il est plutôt bon en fait. Et on se dit pourquoi il est défavorable. Donc on va regarder hein, les raisons. Donc, il est défavorable principalement en raison du secteur d'activité qui est classifié 3. Donc, ça veut dire que finalement, quand je regarde le LRE sur l'entreprise en elle-même, ben, il est plutôt bon. Ça veut dire que mon actif disponible à court terme, que ce soit mon poste de client, si mes clients me payent en temps et en heure, avec ma trésorerie, je peux payer mes dettes fournisseurs, mes dettes fiscales et sociales. Je peux le payer à 1,86 fois. C'est plutôt très bon. Je regarde les éléments de dynamisme aujourd'hui des capitaux propres de l'entreprise. Ben, je pense ils sont également bons. Hein. Quand je vais regarder ce ratio-là, je regarde le ratio d'indépendance financière, il a 73%. C'est-à-dire que je suis dépendant de mes créanciers qu'à hauteur de 27%, ce qui est relativement faible. Donc ça, c'est un élément de dynamisme qui est important, qui est très favorable. L'autre élément de dynamisme important, c'est l'évolution de la marge, et on a vu que c'était positif. Donc, je me retrouve avec, dans l'indice de résilience, il est sensible, et quand je regarde, en fait, cette sensibilité, elle est plutôt dirigée vers le secteur d'activité que sur les chiffres proprement dits de l'entreprise. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a une information qui est relativement détaillée, parce qu'on est sur un profil de bilan qui est non confidentiel, sur lequel on peut vous expliciter assez clairement quelle est l'évolution de la marge, quel est le chiffre d'affaires, des informations en fait assez chiffrées. Imaginez que ce type d'information, à plus de 75%, on ne pourra pas vous la délivrer aussi qualitativement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit. Donc, c'est pour ça qu'on repose aujourd'hui notre analyse. Vous l'aurez. Donc, la démarche sera la même. Simplement, on va raisonner sur des indicateurs plus globaux qui sont donc nos indices de résilience, nos indices d'endettement, nos indices de stabilité. Donc, c'est important pour nous aussi que vous vous familiarisez avec ces indices-là. Merci beaucoup, Alain, pour cette présentation de notre module d'Analysia. Donc, comme vous le voyez, c'était marqué, il est encore en version bêta. D'ailleurs,
j'en profite pour remercier nos utilisateurs bêta-testeurs qui travaillent avec nous dessus actuellement. Donc, il sera normalement disponible dans quelques semaines pour nos utilisateurs. Alors, je vais laisser la conclusion à Mathieu. Donc, on voit qu'on est sur une première version, mais aujourd'hui, les bodies d'Analysia, les outils d'Analysia évoluent en permanence et très vite, et puis ils apprennent aussi. Donc, qu'est-ce que tu vois comme prochaine évolution qu'on pourrait utiliser dans l'analyse des risques? C'est un peu ce qu'Alain vient d'expliquer. On va tout simplement essayer de couvrir un maximum d'entreprises. Là, pour l'instant, on a uniquement les sociétés commerciales qui ont un bilan non confidentiel de moins de 24 mois. Le but, ça va être d'étendre. On va passer au bilan confidentiel de moins de 24 mois également avec la méthode qu'Alain vient de décrire. Donc être le plus exhaustif possible, agrandir le pool d'entreprises, mais aussi être le plus exhaustif possible sur ce qu'on raconte sur une entreprise donnée. Donc rajouter des signaux faibles, rajouter des indicateurs peut-être macroéconomiques voilà, essayer d'être finalement le plus exhaustif possible aussi sur l'analyse qu'on fait d'une entreprise donnée. C'est ça. Oui, on va inclure également différents indices. On va inclure des indices de comportement de paiement. On va inclure des indices groupes, tenir compte également de la position du groupe, du soutien du groupe pour sa filiale. Donc il y a voilà, aujourd'hui ce sont des choses qu'on maîtrise en interne, mais aujourd'hui voilà, il faut un peu travailler dessus pour étendre le spectre de l'analyse. Très bien, merci beaucoup. Donc, vous avez la possibilité de nous poser des questions à travers le chat. J'ai une première question qui est reliée à ce rapport entre indices et confidentialité des comptes. On nous pose la question de savoir comment on peut, est-ce qu'on a accès aux comptes pour pouvoir arriver à de tels indices. La question est quel est le lien entre les deux. Donc, comment ces indices, est-ce qu'ils fonctionnent avec des comptes ou sans compte? Alors les indices fonctionnent, les indices qu'on a cités, ils fonctionnent avec des comptes. Enfin, mais ce sont des indices globaux, c'est-à-dire que quand je précise que l'indice d'endettement est favorable, défavorable, imaginons que je suis sur des comptes confidentiels, je ne vais pas vous expliciter clairement pourquoi il est favorable. Il est favorable parce que finalement, il va y avoir une combinaison de plusieurs ratios qui sont liés à l'endettement, le gearing, le service annuel de la dette ou la capacité de remboursement qui sont plutôt favorables. Et ça, associé finalement à un secteur d'activité, ça le catégorise plutôt vert, rouge, ou même une certaine couleur. En fait, ce qui est important pour ceux qui nous écoutent, c'est de s'approprier la démarche, de bien la comprendre. Et ce qu'on veut que ça soit assez, nous, une démarche un peu répétitive. Ça peut paraître assez complexe comme ça du premier abord, mais une fois qu'on a fait l'effort de se l'approprier, euh, on est vraiment dans un mode où ça va se renouveler, voilà. Alors, autre élément également qu'on n'a pas cité, mais vous pourriez dire, mais votre méthode, est-ce que vous l'avez finalement éprouvée? Donc, bien sûr, on l'éprouve à l'intérieur par notre score et on sait aujourd'hui qu'elle fonctionne et on fait beaucoup d'analyses post-mortem. Donc, on sait sur ces entreprises-là, en tout cas, comment fonctionnaient ces indices-là et on s'est bien vite aperçu que ces indices fonctionnaient très bien. En fait, la question qui était souvent entendue, c'est qu'effectivement, en tant que société d'information d'entreprise, nous avons accès aux comptes qui sont déposés en confidentiel, mais on ne peut pas les retraduire, on peut pas retraduire les données. Donc, c'est pour ça que nos indices travaillent sur ces comptes confidentiels, mais ne vous restituent pas les données. Donc, la logique est bien là. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, apparemment non. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons nous conclure et vous remercier d'avoir suivi ce webinaire. Bon, Très bien. on vous remercie. Merci à vous. On Merci à reste à vous votre aussi. disposition. Merci. N'hésitez pas à nous contacter. Ah, si j'ai une dernière question qui arrive. Donc, est-ce que cette option sera payante? Alors, quand on fait fonctionner notre analyse financière, quand on fait un appel, effectivement, il y a un coût. Donc,
il y aura une facturation, on n'en a pas encore parfaitement encore déterminé sous quelle forme. Ce sera une somme de toute façon assez modique pour qu'on puisse que cette analyse soit utilisée en masse et puisse servir au maximum à nos utilisateurs. Mais le coût, on vous le communiquera dans les semaines qui viennent. Et voilà, sans ça, vous pouvez poser directement vos questions sur le site de l'événement et puis également auprès des collaborateurs des lycées.